Salut à tous. Aujourd'hui on revient sur l'épisode 5 de Game of Thrones. Bon, au passage je sais, j'ai pas pu faire de vidéo pour l'épisode 4, qui était somme toute un très bon épisode. On avait quitté Daenerys très borderline sur les derniers mots de Missandei, qui laissaient pressentir ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Mais déjà, arrêtons-nous un instant sur cet épisode qu'on vient de voir. Si j'avais pu dire après l'épisode 3 que c'était sans doute l'un de mes préférés, et c'est clair, mais alors là je le dis sans aucune hésitation, je viens de voir le meilleur épisode de toute la série. Et je pense que cette fois il fera même l'unanimité. Bon alors déjà, quelle claque visuelle, cette profusion d'effets spéciaux, la mise en scène avec quelques plans séquences très travaillés, notamment au moment d'Arya, le tout parfaitement orchestré, et puis surtout encore plus fort que tout ça, quelle émotion! L'émotion de voir la fin de l'arc de certains grands personnages. Moi qui adore Jaime et Sandor, on ne pouvait pas rêver mieux. Et dans les deux cas, faut reconnaître que j'ai les larmes qui commençaient à me monter aux yeux. Et c'était tout bonnement magnifique. Quelle chance on a d'avoir des programmes télé d'une aussi grande qualité. Personne ne pourra s'en plaindre, même pour quelques théories avortées. On a eu un spectacle exceptionnel et une histoire incroyable. Mais tout cela n'est pas encore fini pour autant, car Daenerys a franchi une ligne que plus personne ne pourra accepter en marchant sur les traces de son père, le roi fou. Allez, je respire un grand coup et on revient ensemble sur tout ça. Et oui, dans cet épisode, pour qui sonnent les cloches? Pour qui sonne le glas? Certainement pour beaucoup de personnages marquants, à commencer par Varys qui trahit ouvertement la reine. Il lui avait laissé entendre d'ailleurs dès l'épisode précédent, après avoir eu connaissance d'un meilleur prétendant au trône dans la personne de Jon Snow. La graine de la discorde semée par Sansa a commencé à porter ses fruits, car ça contribuera sans doute fortement à ce qui arrivera dans ce dernier épisode. Varys meurt donc avec un certain panache et honneur. Peut-être tentait-il d'empoisonner Daenerys avec ses petits oiseaux qui rôdaient en cuisine. Pourtant, il accepte presque avec un certain flegme son arrestation et exécution. Il aura été honorable dans la trahison même de sa reine. Et Tyrion, malgré qu'il l'ait dénoncé, vient saluer son ami une dernière fois. Donc on est clairement dans un certain respect. Et d'ailleurs, on est loin de la mort de Littlefinger, le deuxième intrigant depuis le début de la série, qui avait lui eu la mort digne du fourbe qu'il était. Et c'est bien de le noter avec le recul, maintenant qu'ils sont tous les deux morts, lorsqu'on se rappelle de leurs nombreuses confrontations et joutes verbales. Varys a fait son devoir jusqu'au bout pour défendre son peuple en donnant sa vie. Hélas en vain, car le terrible bulldozer Daenerys était en marche. Mais ça, il l'avait déjà bien compris. Avant ce combat dantesque, on comprend aussi que la flamme est bel et bien éteinte entre Jon et Daenerys. Il ne pourra lui offrir que son allégeance, du moins avant de voir comment elle va se comporter lors de la bataille de Port-Réal, alias King's Landing. Ainsi quelle fameuse bataille, sans doute le climax de la série, le moment rêvé et peut-être même fantasmé, lorsque l'on imaginait comment Aerys II, le roi fou, voulait brûler la ville. Et à première vue, la ville semble imprenable, lorsqu'on voit ces hauts remparts flanqués de ces terribles armes de guerre, anti-dragons, les scorpions. On se croirait presque dans un jeu Tower Defense. Mais la mère du dernier dragon encore en vie décide d'attaquer par la mer. Et là, l'action se présente plus en sa faveur qu'à l'épisode précédent, avec des armes pas forcément précises à manœuvrer contre elle, et sans doute longues à recharger face aux attaques éclairs et irrésistibles de Drogon, qui est en passant le plus badass de l'épisode. Lui, il a rien demandé, il fait ce qu'on lui a dit. Arrivé au rempart côté mer, là encore on nous montre que les terribles scorpions sont longs à recharger et paraissent d'un coup dérisoires face à la rapidité d'action du dragon. D'ailleurs, lorsque Daenerys attaque les portes de la ville et le rempart côté terre, on prend plaisir à voir avec quelle facilité et avec quel pragmatisme elle va bien les brûler dans la longueur. Bref, on a vraiment le genre d'attaque de dragon le mieux utilisé dont on pouvait s'attendre. Entre puissance de feu et rapidité, le tout souvent filmé avec des plans larges pour mieux apprécier les dégâts causés par ces assauts. Alors la compagnie dorée dans tout ça, finalement ils auront eu un peu le même traitement que Ghost, j'ai envie de dire. Balayés en un instant avec leur chef dont j'ai même pas eu le temps de mémoriser le nom, mais de toute façon à quoi bon? Vergris lui cloue le bec pour de bon. Pour le coup, même avec des éléphants, il n'aurait franchement pas pu faire mieux. Ça aurait fait des éléphants grillés à la limite. Ainsi, c'est à ce moment précis que se joue tout l'enjeu de la série. Cersei est clairement en déroute à la moitié de l'épisode. Et finalement, un seul dragon aura bien suffi à balayer sa terrible armée, sur terre comme sur mer. Et c'est lorsque sa garde rapprochée, confrontée à Jon, qui se rend et que les cloches sonnent, en signe de reddition, que la bataille prend des allures de massacre. On a notamment le point de vue des habitants qui n'ont rien demandé, qui est beaucoup mis en avant ici, avant la bataille lorsqu'ils se cachent, qu'ils ferment leurs volets, que pendant le massacre.
À ce moment précis, Daenerys met la ville à feu et à sang, comme une fatalité après les mots de Missandei, et la terrible volonté de son père, le roi fou. D'ailleurs, on voit à des moments dans les flammes qu'elle crée dans la ville, des explosions de feux grégeois, sans doute ceux qu'il avait placés à l'époque, et qu'il comptait allumer au moment où Jaime l'a tué. Donc voilà, il est clair qu'à cet instant, le destin de Daenerys est scellé. Elle ne pourra être reine bien longtemps. Elle a franchi un cap que Tyrion comme Jon ne pourront accepter. On voit d'ailleurs Jon qui commence à prendre sa propre direction, à essayer de sauver quelques vies de la terrible folie de la reine. On observait déjà que depuis quelques épisodes, Daenerys était de plus en plus abandonnée, de plus en plus chancelante. La légitimité même de son trône étant mise en doute, perdant ses meilleurs alliés et amis, avec devant elle un peuple qui ne l'aime pas. Son isolement et tous ces événements la poussent donc à la folie meurtrière, au plus grand désarroi de Tyrion, comme de Jon. Arya insiste aussi impuissante au massacre de l'intérieur, des plans séquences qui la suivent très réussis dans la confusion des habitants des rues de la ville. Ça nous permet aussi de voir les assauts du dragon à hauteur d'homme, ce qui nous donne une autre dimension de ces attaques irrésistibles. Lorsque Arya essaie de sauver quelques personnes et qu'en fond on voit Drogon qui arrive, il s'approche progressivement pour enfin envoyer son terrible feu vers elle. On dirait presque que Daenerys l'a fait exprès. Bon, c'est pas le cas, elle tire à l'aveugle. En tout cas, voilà qui va bien remonter Arya contre Daenerys, et ça on la comprend. Un très beau moment avec elle, c'est lorsqu'elle est dans le donjon avec Sandor, qui l'exhorte à fuir car lui il doit accomplir sa vengeance, mais elle doit vivre. Et c'est là que toute leur relation prend son intérêt finalement. Car Arya, clairement, c'est pas du genre à abandonner, surtout lorsqu'elle est à quelques marches de son but. Pourtant, de par la relation qu'ils ont développée, Sandor est le seul guerrier qui pouvait lui faire entendre raison et l'amener à rebrousser chemin. Ce moment d'étreinte entre les deux, presque paternel, scellait parfaitement leur histoire avant de laisser place à ce que beaucoup comme moi attendaient, le Clegane Ball. Putain, on l'a eu. Bon, de toute façon, depuis la fin de la saison 7, c'était quasiment sûr qu'on allait y avoir le droit. Mais il était génial. Encore un moment parfaitement réussi. C'est trop marrant de voir comment Grégor la montagne n'entend plus les ordres au moment où il voit son frère. D'ailleurs, Rip Qyburn, la créature s'est retournée contre son créateur. En tout cas, Grégor sait que son combat est plus important que tout, comme quoi il n'est pas complètement devenu un zombie. Donc la scène est dantesque, dans ce décor qui s'effondre. Plusieurs fois en danger, on se dit que c'est pas possible, Sandor ne peut pas perdre, il doit se venger, quitte à y laisser sa vie. Et quand la montagne lui chope le crâne avec les deux doigts enfoncés dans les yeux, on ne sait que trop quel est le résultat de ce genre de prise, façon Oberyn. Et lorsque Sandor finit tant bien que mal par le planter dans la tête, on pourrait presque penser que c'est terminé, car dans tous les films de zombies, c'est toujours le meilleur moyen de s'en débarrasser. Mais même là, ça suffit pas, il est vraiment increvable. Bon, après, on l'a tous vu, ça se finit par ce magnifique saut dans le vide, au cours duquel Sandor entraîne son frère, puis ils finissent par disparaître dans les flammes. Sandor fait ce qu'il avait prévu. Il n'hésite pas à se sacrifier pour se venger. Et en plus dans une mort qui ne rappelle que trop comment son frère l'avait marqué au visage lorsqu'ils étaient jeunes. Le feu, lui qui redoutait tant cet élément, sera finalement la conclusion de son arc, un feu salvateur. Et franchement, ce moment où on les voit disparaître, c'était très émouvant, j'ai trouvé. On avait appris à l'aimer, ce rustre bourru. La beauté de sa mort est juste à la hauteur de ce qu'il était. Au passage, par rapport à ce combat, très belle exploitation de l'acteur incarnant Grégor. On nous révèle rapidement son visage sans le casque. Et puis sans son armure, ça permet de mettre en valeur quand même la terrible stature de l'acteur. Le tout parfaitement maquillé avec les yeux injectés de rouge. Vraiment un super design. De son côté, Jaime a lui aussi une mort à la hauteur de son personnage. Il réussit tant bien que mal à fermer définitivement le clapet de Euron dans un rapide duel où il s'entretue quasiment. Mais Jaime ne pouvait pas mourir ici, là, dans un coin tout seul. Et le fait qu'il retrouve Cersei, plutôt sous le choc pendant tout l'épisode, c'était juste la meilleure idée. Les deux amants maudits qui disparaissent dans les ruines de la ville, et qu'en fond on voit l'effondrement du donjon qui déferle vers eux, comme une vague, pour les faire finalement disparaître, mais qu'est-ce que c'était beau! Une fin presque à la Roméo et Juliette, j'ai envie de dire. Et ça, c'est classe comme mort. Comme pour Sandor, on n'a pas besoin de voir leurs cadavres gisants ou d'entendre leur dernier souffle. Ils disparaissent, c'est tout. C'est génial. Ah, mais je vous dis, cet épisode, il était génial. Donc pour moi, c'était vraiment les deux plus grands moments d'émotion. Et cet épisode permet vraiment de sublimer littéralement la fin de ces personnages. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est du bon boulot. Cersei, de son côté, n'est peut-être pas énormément mise en avant pour sa fin, par rapport à ce que j'aurais pu imaginer, car elle contemple sa perte sans rien dire, elle se voile la face presque, avec très peu de répliques. Et puis finalement elle semblait bien enceinte d'ailleurs. Mais voilà, pour elle aussi on a le droit à quelque chose de majestueux,
toute façon, ça va être plus la moitié de l'épisode qu'elle était cuite, d'une certaine façon. Après, restait à savoir comment elle allait partir. Et elle le fait donc dans une ambiance intime avec son frère, dans le plus grand respect des deux personnages. Au passage, je reviens simplement sur Tyrion qui était venu libérer son frère, avec cette accolade émouvante entre les deux, comme pour Arya et Sandor. On retrouve donc des personnages plus démonstratifs pour la fin. C'est fini, ils ne se cachent plus derrière des répliques ou derrière leur carapace. Et ça permet ainsi de mettre en valeur ce moment crucial que nous sommes en train de vivre dans la série. La gravité de la situation et du dénouement. Bref, après tout cela, séchons un peu nos larmes parce que c'est l'heure du bilan. Daenerys doit payer pour ses actes. Et ça, que ce soit Jon, Tyrion ou Arya, ils le savent tous très bien. Pourtant, Daenerys, qui devient maintenant l'ultime ennemi de la série, ne sera pas simple à atteindre. Elle dispose encore de son dragon et de ses Dothraki, de ses Immaculés, qui l'ont suivi aveuglément dans sa folie sanguinaire. Bon, ok, Vergris avait une bonne raison, lui. D'ailleurs, on nous montre bien qu'il voit le signe de retrait de Jon dans les rues de la ville. Il faudra peut-être compter sur une confrontation entre ces deux-là. Confrontation des plus inattendues. Tyrion aussi va devoir se résoudre à la trahir. Varys n'est pas mort en vain, et les cendres de Port-Réal sont encore fumantes. Arya, elle, a vu de l'intérieur à quel point cette femme qui veut maintenant être crainte ne peut régner. Alors à quoi va-t-on avoir le droit? Est-ce que les derniers Stark vont réussir à se la choper à part? À la juger pour ses crimes avec Arya en guise de bourreau? Ou alors Sansa, je pense que ça la dérangerait pas ce coup-ci de se salir les mains. Sinon, est-ce Jon qui va mettre fin à son règne? Ou Tyrion à l'aide d'une dernière ruse? Qui va survivre, qui va mourir, rien n'est sûr. Et puis surtout, qui va finir sur le trône? Jon n'est-il finalement pas un candidat trop parfait et trop prévisible pour cette fin douce amère? Et donc n'allons-nous pas avoir un prétendant surprise de dernière minute? À qui va choir cette responsabilité? #Gendry. Eh ouais, j'y pense encore. Mais maintenant, c'est un Baratheon, et s'il n'y a plus personne... En tout cas, peu importe, ce qui compte, au vu de ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est la façon dont on va nous proposer la tournure que vont prendre les choses. Une conclusion magistrale à la hauteur de la série nous attend sans l'ombre d'un doute. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao les amis.